Salut à toutes et à tous les amis, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est officiel, on est à moins d'une semaine de la révélation de la SF26, la monoplace de la Scuderia Ferrari pour la saison 2026 de Formule 1, l'une des monoplaces les plus importantes de l'histoire de Ferrari des 20 dernières années. Ça y est, on y est enfin. Alors, on a eu, par rapport à notre dernière vidéo, on a eu quand même pas mal d'informations qui sont arrivées du côté de Ferrari. On a plusieurs choses à débattre, notamment le moteur, le carburant, quelques choix qui ont été faits du côté de la monoplace. Mais avec ça, on a quand même un certain silence du côté de Maranello, un silence vraiment très très bien maîtrisé par l'équipe de Frédéric Vasseur. Et ça, je dois le souligner, vraiment Ferrari aborde l'hiver de la manière la plus juste possible d'un point de vue communicationnel, et ça c'est important de le souligner. Alors au programme de cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. On va d'abord parler de l'équipe technique parce qu'il y a eu des informations qui sont arrivées au niveau de l'organigramme. Ensuite, on va parler de moteur, on va parler aussi de carburant et on parlera aussi de certains choix qui ont été faits sur la SF26. Et enfin, on abordera tout doucement la présentation de la semaine prochaine concernant la voiture de la Scuderia Ferrari. Alors, je vous propose de commencer directement cette vidéo par le premier sujet, à savoir l'équipe technique. Parce qu'en fait, à Maranello, la réorganisation technique est loin d'être terminée. L'équipe a donc repris ses activités à plein régime après les fêtes de Noël, et donc la voiture qui participera aux premiers essais privés de Barcelone est en phase finale de préparation. Donc le directeur technique Loïc Serra a aussi donc pris son rôle de directeur technique. Il a donc pris contact avec les différents départements lors de la reprise des activités opérationnelles, à savoir le 6 janvier. Et le compte à rebours est donc officiellement lancé pour ce qui mènera à la voiture 2026. Alors le bureau technique travaille également à la réorganisation technique aussi d'un point de vue organisationnel au niveau de l'organigramme sur tous les fronts concernant la Scuderia Ferrari, donc l'équipe en Formule 1. L'équipe aussi a voulu donc une voiture qui est plus axée sur le silence, y compris en termes d'échanges entre les différents départements. Alors les premières informations recueillies par le média italien Autoracer.it, c'est que l'actuel, par exemple, responsable de la conception des composites de la Scuderia Ferrari, l'anglais John Lockwood, quittera le département course pour participer au projet de Ferrari concernant la voile, le Ferrari Hypersoul. Donc c'est finalement une réaffectation un petit peu interne des ressources humaines, voire même totale, que le bureau technique est en train de mettre en œuvre, et qui verra donc ce poste laissé vacant par Lockwood, occupé donc à titre intérimaire par certains ingénieurs déjà présents au sein de l'équipe de Formule 1. Eh bien, on va avoir quand même des nouvelles personnes qui vont arriver du côté de Ferrari, et notamment donc ce nouveau chef qu'on attend pour ce qui concerne les matériaux composites. Alors, on a aussi un échange d'ingénieurs, et ça c'est la vraie information qui est arrivée, un échange d'ingénieurs entre le département Formule 1 et le programme WEC Hypercar qui est en cours. Donc grosse info par rapport à ça, parce qu'en particulier pour les ingénieurs de premier plan. Et c'est là que je veux insister, parce qu'on a un flux interne qui vise donc à valoriser les expériences victorieuses acquises avec l'entrée en 2023 du programme Ferrari dans les courses d'endurance. On se rappelle quand même en fin d'année que John Elkann avait salué ces résultats-là à la fin de l'année lors de la victoire au championnat des pilotes et des constructeurs du WEC. En fait, le message que John Elkann laissait entendre, c'est que quelque chose doit absolument changer dans le département Formule 1. Et en commençant par nettoyer chez soi, donc également dans le département Formule 1 de Ferrari. Donc avec le passage à une structure qui, on rappelle, sera beaucoup plus pyramidale pour cette saison 2026, ça a été conçu aussi d'un point de vue pour clarifier les responsabilités techniques et réduire donc les zones d'ombre décisionnelles au sein de Maranello. Donc Ferrari continue de redistribuer un petit peu les rôles et les compétences sans se marcher dessus, en cherchant donc à renforcer le système dans son ensemble plutôt que l'individuel. Parce qu'on rappelle, Ferrari a choisi une voie où le collectif va être privilégié par rapport à une équipe comme Aston Martin, où ils vont mettre le paquet sur l'individuel, notamment sur le génie d'Adrian Newey. Donc voilà, ça c'est le premier sujet de cette vidéo. Gros remaniement interne au sein de l'organisation technique, avec des ingénieurs
du département du WEC qui vont arriver chez la Scuderia Ferrari, donc c'est important. Ça va donner un petit peu de nouvelles idées au sein de Ferrari. Ça va être aussi un gros challenge parce que voilà, le WEC, c'est pas la Formule 1. La Formule 1, c'est beaucoup plus complexe. C'est un autre défi. Mais quand on a du talent, on peut le mettre en pratique. Et je pense que c'est bien que Colette et Vasseur puissent unir leurs forces pour essayer d'apporter voilà, Ferrari au sommet de la Formule 1. Alors le deuxième sujet de cette vidéo, là on va parler un petit peu plus voiture, notamment des choix qui ont été faits sur la SF26. Parce qu'il y a eu quand même plusieurs informations qui sont arrivées, des informations contradictoires. On a essayé de un peu faire passer des informations qui étaient fausses. Voilà, moi je profite de cette vidéo pour remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Parce que j'ai eu beaucoup de nouvelles comme quoi Ferrari serait en retard, on ne sait pas s'ils vont pouvoir être là lors des tests, etc. Bref, c'est parti dans tous les sens. Donc je vous fais ici un petit résumé pour être clair et précis. Donc Ferrari... Est-ce que Ferrari aujourd'hui n'est pas en train de privilégier ce qu'on appelle une approche agressive mais silencieuse? Parce qu'en fait, certaines sources de Autoracer.it, donc le média italien, suggèrent que la configuration définitive de la SF26 a subi un retard non spécifié, donc lié à certains changements qui ont été donc imprévus lors de l'assemblage qui est donc nécessité des tests supplémentaires. Donc cela signifie quoi? Cela signifie par exemple que le premier châssis de la SF26 vient d'être approuvé, tandis que les pilotes ont déjà aussi effectué le moulage du baquet grâce à un scan 3D, voilà, qui remplace un peu l'ancienne procédure où on voyait que le moulage du baquet était fait avec de la mousse. Alors, c'est vrai que, cependant, que Vasseur avait expliqué que le facteur risque devait être compris différemment de la façon dont on l'entend de manière quotidienne. En fait, c'est seulement quand on voit les autres voitures qu'on comprend si on a été agressif ou non dans certains choix sur sa propre monoplace. Donc il sera finalement possible de voir des idées très différentes entre les équipes et Barcelone sera vraiment le théâtre de cette première séance de test où on va pouvoir voir toutes les voitures rouler ensemble et attention également aux voitures que nous allons vraiment voir aussi parce que certaines informations suggèrent que des voitures tellement larges et obèses, comme on pourrait dire, qu'elles cachent un peu leur véritable forme et contrôlent les températures. Donc, au moins lors de la première séance donc à Barcelone, personne ne sera en mesure d'étudier les carrosseries, par exemple, les concepts aérodynamiques des autres voitures, car elles seront trop conservatrices, parce que les voitures A devraient pratiquement rouler avec une carrosserie aérodynamique et un plancher qui date de 6-7 mois déjà, avec vu qu'il est déjà ancien, parce qu'il a déjà été beaucoup développé dans la soufflerie. Mais attention parce qu'il existe aussi un autre facteur qu'il va falloir prendre en compte et cet autre facteur, c'est l'AFIA qui devrait en quelque sorte dissiper, même s'il s'agit un petit peu d'un combat contre David et Goliath. Et ce facteur-là, c'est s'assurer qu'aucune équipe ne tire davantage des fameuses zones grises. Parce que oui, ça a fait débat énormément les zones grises, notamment sur cette polémique autour du moteur Mercedes. En fait, c'est un énorme défi que ce soit pour la FIA et pour les équipes. Donc si par exemple quelqu'un devrait mieux travailler et se retrouver ainsi en position avantageuse, tant mieux pour lui. Donc il n'y aura pas grand chose à dire. Mais par contre, si l'autre scénario se met en place, c'est-à-dire que quelqu'un trouve une zone grise pour être plus performant que les autres, eh bien là ça pourrait être un peu dangereux pour la Formule 1 parce qu'on va toucher un point sensible de la FIA parce qu'on rappelle, Tobasis s'était exprimé en septembre en disant qu'il n'y aura aucune pitié pour ceux qui essayent d'exploiter les zones grises. Donc on va voir un petit peu comment la FIA va se comporter au niveau de ces décisions-là. Donc selon Vasseur, bien évidemment la saison qui s'apprête à débuter pourrait être la meilleure saison de Formule 1 comme la pire. Donc en fonction précisément de ces facteurs-là que je vous ai expliqué qui pourraient donc venir déterminer les valeurs en piste. Certaines solutions proposées par les équipes ont été approuvées puis interdites, offrant donc entre-temps un avantage non négligeable en termes de performance. Donc personne ne peut prédire les nouveaux rapports de force, personne ne sait où repartir à Ferrari alors que l'équipe traverse cette phase de préparation qui semble un petit peu chaotique parce qu'on attaque le changement le plus conséquent de l'histoire de la Formule 1 en termes de réglementation parce qu'on change les voitures mais on change aussi les moteurs en même temps. Alors Ferrari, on va aussi aborder le troisième sujet de cette vidéo. Ferrari avance concrètement aussi sur son moteur 2026.
Et on a quand même certaines décisions clés qui ont été prises dans une grande discrétion. Parce qu'aujourd'hui, Ferrari est le constructeur qui est le plus discret, que ce soit sur sa voiture, mais aussi sur son concept moteur. Parce qu'on rappelle, lors de la réglementation 2026, les moteurs vont faire véritablement la différence dans un premier temps. Ça, c'est clair et net. Donc, à Maranello, Gualtieri, donc le directeur technique du moteur, a porté jusqu'à délibération une solution technique proposée par Davide Mazzoni, donc une culasse en alliage d'acier, finalement préférée à celle en aluminium, a été développée en parallèle. Donc cette solution-là a été en fait revue et affinée par l'ingénieur Guido Di Paola, ingénieur donc très expérimenté et qui est revenu à un rôle plus actif au sein du projet moteur, et ce avant même le départ des deux personnages clés, à savoir Wolf Zimmermann et son adjoint Lars Schmidt, qui ont tous les deux rejoint Audi. Donc le moteur 2026 de Ferrari a été pensé dès l'origine pour offrir aux aérodynamiciens Diego Tondi et Frank Sanchez une plus grande liberté conceptuelle. Donc l'objectif, il est clair ici, c'est extrémiser certains choix aérodynamiques afin de réduire la résistance à l'avancement. Donc dans cette logique-là, le projet prévoit donc des masses radiantes plus compactes, ainsi qu'une batterie électrique légère et très compacte. Donc des choix qui doivent en fait favoriser des formes globales plus avantageuses d'un point de vue aérodynamique. Donc c'est vraiment le concept moteur se met au service de l'aérodynamique. C'est un petit peu le chemin sur lequel Ferrari est en train d'aller. Donc la validation de cette culasse en acier est restée longtemps confidentielle. Initialement, on avait une version en aluminium où la solution en acier n'aurait pas offert une durée de vie suffisante pour couvrir donc l'utilisation de 4 unités sur une saison complète. Et donc après le départ de Zimmermann et Schmidt vers Audi, donc beaucoup pensaient que la culasse en alliage d'acier serait donc rapidement abandonnée. Mais en réalité, Davide Mazzoni, responsable donc du projet 2026, avait déjà confié depuis un certain temps à Giorgio Di Paola, le Head of Formula One Internal Combustion Engine Concept, donc la mission de revoir cette solution extrême. Donc l'objectif ici, il est assez clair, c'est trouver une base de fiabilité assez solide, point qui semblait donc un peu préoccuper l'équipe moteur pour rendre cette architecture viable sur la durée. Donc l'acier est bien évidemment plus lourd que l'aluminium, mais il permet, selon les informations de Motorsport, de explorer en fait des pressions et des températures en chambre de combustion qui n'ont jamais été atteintes jusqu'à aujourd'hui. Donc un avantage qui peut être assez important dans un contexte où les moteurs 2026, de toute façon, vont peser 30 kg de plus. Donc on a 150 kg contre celles utilisées actuellement, donc la génération de 2022 jusqu'à 2025. Et enfin, le retour de Guido Di Paola a une fonction plus centrale et aussi perçu comme un signal positif en interne, parce que son expérience historique dans le département moteur de Maranello semble avoir aussi contribué à reformer un groupe de travail beaucoup plus compact, plus soudé, et ce groupe de travail a aussi été renforcé par des ingénieurs qualifiés qui ont été recrutés du côté de Renault, donc de Viry-Châtillon, mais aussi du côté de Mercedes. Donc Ferrari est en train de changer de peau aussi d'un point de vue motoriste. Donc on va voir si ce moteur sera assez compétitif pour cette saison 2026 de Formule 1. Alors en parlant de moteur, je ne pouvais pas parler du carburant, parce que le carburant est aussi un élément central dans la performance des voitures cette année. Le carburant va jouer vraiment un rôle décisif. Et par rapport à ça, on a eu récemment des informations intéressantes qui sont arrivées du côté de l'Italie sur Shell. Alors Ferrari et Shell semblent avoir décidé de miser tous les deux sur le biocarburant, contrairement à tous les autres producteurs tels que Petronas, Aramco, qui ont eux choisi de miser sur le carburant synthétique. Mais alors, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, la confiance de Maranello en l'un de ses partenaires historiques repose en fait sur un constat qui semble assez clair. Shell en fait estime disposer d'un avantage technologique significatif dans la formulation des biocarburants, ainsi que dans le domaine des additifs. Donc les principales difficultés résident dans la capacité à créer des carburants aux caractéristiques constantes compte tenu des différentes matières premières, donc avec des molécules légèrement différentes, donc une plus grande sensibilité à l'oxydation et à la température, mais aussi liée au fait que les processus chimiques sont assez longs.
est assez complexe aussi, et que les tolérances exigées par les équipes de Formule 1 sont très strictes, car tout est conçu pour des concepts extrêmes. Alors, pourquoi Shell a pris ce chemin-là? Parce que Shell, en fait, a pris ce chemin, mais ce chemin n'était pas sans difficulté. Parce que Shell a rencontré certaines difficultés lors de ces derniers mois. Parce que d'après les informations recueillies par Autoracer.it, l'un des principaux problèmes concernait précisément la variabilité de la composition entre les différents lots de carburant produits. Donc certains étaient extrêmement performants, d'autres moins, avec des différences qui deviennent critiques lorsqu'on travaille à la limite de l'efficacité thermique. Donc une caractéristique qui en partie est inhérente à la voiture, au carburant synthétique, enfin du moins dans l'état actuel de la technologie, mais qui a donc posé aussi à Ferrari certains problèmes assez importants sur les bancs d'essai, au point donc d'imposer un contrôle de qualité beaucoup plus rigoureux. Et donc tout ça, ça a été partiellement résolu. Le problème a été partiellement résolu. Donc je tiens quand même à rassurer. Voilà, ce sont des aléas, ça fait partie du développement. Il y a des problèmes, il y a des solutions. Donc c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, on semble avoir une situation qui est assez stable parce que ça a été partiellement résolu. Alors on enchaîne également avec un autre sujet clé sur la voiture. On a appris donc récemment que Ferrari a choisi de conserver la boîte à air triangulaire, donc signe que donc le refroidissement va rester donc un centre de gravité vers le bas et sur les côtés. Donc la nouvelle voiture n'a pas grand-chose à hériter de la voiture précédente, donc chaque angle de la monoplace est le fruit d'un concept totalement différent. Donc à peine un mois après la fin du championnat du monde 2025, donc les nouveaux espoirs de Ferrari reposent sur les idées qui ont donné donc naissance à la SF26. Donc la piste déterminera si l'équilibre entre agressivité et cohérence aura donc porté ses fruits du côté de Maranello. Donc le châssis conservera sa fameuse boîte à air triangulaire désormais classique, introduite sur la SF90, mais deux éléments latéraux visibles, donc des cornes, devraient être revus afin de gérer la séparation et de contrôler donc les flux vers l'aileron arrière. Donc comme annoncé, donc le train avant de Ferrari adoptera également une suspension push-rod avec un triangle abaissé à la manière de McLaren. Il faut aussi savoir que la version de lancement de la SF26 qui roulera lors des essais à Barcelone utilisera une carrosserie qui est plus large, plus conventionnelle, qui cachera donc certaines formes. Donc je le rappelle, Ferrari va à Barcelone avec une voiture A, mais elle a aussi une voiture B qui, à mon avis, l'utilisera lors des essais de Bahreïn. Alors la livrée de 2026, parce qu'on peut aussi parler de la livrée de la SF26, on va voir qu'elle sera d'un ton rouge qui est moins foncé que la SF25, mais loin de la couleur orange qu'on avait vue sur la SF90. Donc on va pouvoir s'attendre un peu une surprise au niveau de la peinture. En termes de design aussi, on s'attend à un aileron avant qui est assez intéressant d'un point de vue concept aérodynamique, parce que Leclerc et Hamilton sont à Maranello pour les mesures définitives des combinaisons et les contrôles des conformités FIA dans leur nouvel habitacle, parce que oui, la semaine prochaine, Ferrari va lever le voile sur sa monoplace SF26. Donc voilà, ça c'est à peu près tout au niveau de la monoplace, au niveau du moteur, au niveau du carburant. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, on va la conclure avec le dernier sujet, parce que c'est un peu une breaking news qu'on a appris lors de la journée de vendredi. Riccardo Adami et Lewis Hamilton, c'est officiellement fini. Alors Riccardo Adami, c'est l'ancien ingénieur de course, maintenant de Lewis Hamilton, l'ingénieur de course en 2025. Donc Adami a pris de nouvelles fonctions au sein de la Scuderia Ferrari, où il va occuper désormais le poste de directeur de la Scuderia Ferrari Driver Academy et des voitures d'essai précédentes. Donc cette décision-là s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation interne plus large de l'équipe de Maranello, qui a donc touché plusieurs secteurs de la structure sportive au cours des dernières semaines. Donc dans ces nouvelles fonctions, Adam il va mettre à profit l'expérience acquise en Formule 1 pour soutenir le développement des jeunes pilotes de la Ferrari Driver Academy et donc coordonner les activités liées au programme Testing of Preview Cars, donc le fameux programme TPC, donc considéré comme de plus en plus central dans la préparation des talents et le renforcement aussi de la culture de la performance au sein de Maranello. Alors Adam quitte donc ses fonctions opérationnelles sur le muret après avoir passé la dernière saison en tant qu'ingénieur de piste
de Lewis Hamilton, avec lequel voilà, il a travaillé lors de son premier championnat chez Ferrari. Donc la relation entre les deux hommes n'a jamais été optimale, n'a jamais été finalement en symbiose en 2025. On l'a vu, il y a eu quand même plusieurs malentendus qui ont même conduit à des incidents controversés, hein, comme par exemple la pénalité que Lewis Hamilton reçoit lors du Grand Prix de Monaco. Alors Ferrari a donc remercié Adami pour son engagement et sa contribution dans son rôle sur la piste, soulignant aussi que ces nouvelles fonctions lui permettra de valoriser davantage ses compétences dans un autre domaine clé de l'équipe. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qui va être l'ingénieur de Lewis Hamilton pour cette saison 2026 ? Donc, la nomination du nouveau ingénieur de course de Lewis Hamilton sera communiquée ultérieurement. C'est seulement ça qu'on a comme information. C'est Ferrari va communiquer ultérieurement les informations sur le futur ingénieur de Ferrari. Alors, moi je vais un petit peu dans la logique. On sait qu'en 2025, il y a eu une promotion d'un certain Luca Diella qui est passé comme chef ingénieur de la performance de la voiture numéro 44. Ça m'étonnerait pas si Ferrari décide de le promouvoir encore plus et lui donner les clés en tant qu'ingénieur course de Lewis Hamilton. Ou peut-être qu'il y a une personne externe à Ferrari qui va arriver. Donc on n'en sait rien, on va attendre, on va patienter. Mais j'ai hâte de voir ce que Ferrari va nous proposer en termes de recrutement. Donc voilà, le passage de Adami aussi s'inscrit dans un cadre de renouvellement organisationnel plus large, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. Cela a touché également l'équipe technique dans certains domaines clés. La Ferrari est en train de lancer une série de remaniements internes, y compris donc la redéfinition de certains postes clés au sein de l'équipe technique. Donc ça confirme aussi une phase d'ajustement et de réorganisation en vue des prochaines saisons et des futurs défis réglementaires, et le tout en silence. C'est ça que j'aime bien chez Ferrari cette année. Je trouve qu'ils ont choisi la bonne approche d'un point de vue communicationnel. On ne parle pas, on va laisser la piste parler, on va travailler dans le silence et on verra où le vent nous mènera. Mais c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut travailler et pas parler. On laisse la parole aux autres et on verra ce que la parole de la piste va nous dire. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de cette vidéo. Il fallait que je fasse un peu une vidéo récapitulative à une semaine de la présentation de la SC26. Je voulais aussi faire cette vidéo parce que je voulais aussi vous dire que je vais pas pouvoir faire de vidéo après la présentation de la voiture parce que voilà, je serai à l'étranger pendant une dizaine de jours. Donc on se donnera, à mon avis, rendez-vous après les tests de Barcelone où on essaiera de faire un récapitulatif de ce qu'il s'est passé. Donc, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires, à liker et partager la vidéo, et surtout à vous abonner et activer la cloche. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et jusque-là, portez-vous bien, et sempre, Forza Ferrari!